Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. La France observe le deuil au lendemain des attentats de Paris à l'ambassade de France au Sénégal. La sécurité est renforcée. Certaines écoles franco-sénégalaises, elles commencent à intégrer dans le programme les problèmes liés au terrorisme. Lancement pour l'attribution de la 4G. La RTP ouvre les enchères. Les 3 opérateurs présents sur le territoire national ont jusqu'au 18 janvier 2015 pour déposer leur candidature. Le ministère de la Santé n'entend point baisser les bras dans la lutte contre la pneumonie malgré la baisse de la mortalité. La maladie tue 10 enfants par jour d'après une étude réalisée en 2014. Les Lions à l'assaut des Baréas ce mardi à Léopold Sédar Senghor. Le sélectionneur national se fixe comme objectif la qualification pour le dernier tour des éliminatoires du Mondial 2018. Et puis à suivre en fin de journal, le dossier du lundi qui s'intéresse au secteur informel. Le chef de l'État, dans une récente interview, a annoncé qu'il doit être restructuré. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Sécurité, renforcée, vigilance de mise à l'ambassade de France. Beaucoup de Français trouvés sur place sont venus remplir les dernières formalités pour leur prochain voyage. Ils se sentent en sécurité. À Dakar, disent-ils, les attentats du 13 novembre, ils condamnent fermement, ils ne comprennent pas ces attaques. Un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Mardia. Bon courage à vous, bonne journée. Sarah est une ressortissante française. Mariée récemment à un musulman. Sa colère, elle ne la cache pas. C'est pas facile parce que les gens font beaucoup d'amalgames et pensent que musulman veut dire terrorisme alors que la religion musulmane, ce n'est pas le terrorisme. On ne peut pas qualifier ça de quelqu'un pour une religion. On ne peut pas dire qu'au nom d'Allah on a le droit de tuer, au nom de n'importe quel Dieu on n'a pas le droit de tuer. Même en France, les gens font des amalgames et il faut qu'ils comprennent qu'il ne faut pas faire d'amalgame, que c'est vraiment important qu'on reste soudés, musulmans et chrétiens. Les attentats de Paris, un acte barbare pour ces Français résidant à Dakar. Moi j'ai peur maintenant en prenant l'avion, en me disant qu'est-ce qui va se passer. J'ai ma famille en France, je me dis que mes enfants, s'ils sont à une terrasse de café et tout d'un coup ils sont en train de prendre tranquillement un café ou de manger au restaurant, n'importe qui peut arriver et leur tirer dessus et les tuer. C'est dramatique, c'est affreux et personne n'est d'accord avec ce qui s'est passé, je pense, en France, y compris les musulmans d'ailleurs. C'est un crime qui devrait un jour pouvoir être qualifié de crime contre l'humanité. C'est un crime commis par des barbares d'un autre siècle, d'une autre époque. Martine dévoile ses sentiments. Elle se sent plus en sécurité dans la capitale sénégalaise. Moi, je me sens tout à fait en sécurité. Moi, je me sens au Sénégal, je me sens tout à fait en sécurité. Je le dis bien souvent, je me dis à mes amis en France, je me sens quelquefois plus en sécurité ici à Dakar où je peux me promener. Regardez, je suis toute seule là avec mon sac. J'ai garé ma voiture là devant. Peut-être plus qu'en France, peut-être plus qu'en ce moment à Paris. Sarah, Alain et Martine se rendront en France dans quelques jours pour partager peine et inquiétude avec leur famille. En attendant, ils portent le deuil. Puis au lendemain de ces attentats à Paris, la rédaction de TFM s'est intéressée aux écoles franco-sénégalaises de Dakar, à l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc. Le chef de l'établissement, qui n'a pas souhaité s'exprimer devant les caméras, soutient que ces événements n'ont pas eu de répercussions sur le programme. À l'école franco-sénégalaise de Fann, tout un programme est établi pour expliquer aux tout petits ce qu'est le terrorisme. C'est un sujet signé Fatidien et Mardia. 12 heures passées de quelques minutes à l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar. Dans cet établissement, l'entrée est sélective ce matin. Pour les journalistes, la carte de presse est exigée. Le responsable de l'établissement nous fait savoir que les attentats du 13 novembre à Paris n'ont eu aucune répercussion sur leur mode de fonctionnement. Mais face à la caméra, ils souhaitent ne pas s'exprimer. Des directives sont données. Pas de prise de vue. Autre établissement, autre réaction.
À l'école franco-sénégalaise de Fann, un film sur le terrorisme a été projeté. Objectif, faire réagir les tout-petits sur un sujet assez délicat. On a un petit film qui explique un peu ce qu'est le terrorisme. Et donc ce film a été diffusé dans toutes les classes. Et après un échange avec les gamins pour expliquer un peu plus dans les détails ce qu'est le terrorisme. Dans cette école, il y a beaucoup d'élèves français, des apprenants qu'André Grandin et son équipe comptent bien soutenir. Ici, nous avons des élèves de CP, donc de 6 ans jusqu'à 10 ans, 11 ans. Et la majorité des élèves ont été exposés aux informations, aux actualités. Beaucoup de familles sénégalaises, on est franco-sénégalaises, on a 50% de nos élèves qui sont français, ont de la famille en France. Et effectivement, c'est un problème qui a été très, très présent au niveau des élèves. Notre principale action dans ce sens-là, ça a été dans un premier temps de recueillir ce que les élèves avaient à dire, qui se libèrent un peu de toutes ces choses par rapport aux attentats. Ensuite, le rôle de l'école, c'est quelque part d'expliquer et puis de rassurer les enfants. Un sentiment de révolte anime ce ressortissant français. Tout de même, ici, à l'école franco-sénégalaise, la sécurité des enfants reste la priorité. Fatigue, nous parlons de toute autre chose avec le procès de l'animatrice Aïda Patra qui s'est tenu ce matin au palais de justice de Dakar. Devant la barre, la prévenue a nié les faits de détention et d'usage de drogue qui lui étaient reprochés devant le juge. Elle a battu en brèche certaines déclarations contenues dans le procès verbal. Au bénéfice du doute, le juge a décidé de la relaxer. Aminata Baresso et Tierno Laurent Mendy, compte rendu. Aïda Patra et sa co-prévenue libre, l'animatrice télé a été relaxée au bénéfice du doute. Pour ses avocats, aucune preuve de sa culpabilité n'a été apportée par les enquêteurs de l'OCRTIS. Il n'y avait aucun élément de preuve de nature à le faire déclarer coupable des faits pour lesquels il était poursuivi. Mais mieux, la police scientifique n'a pas eu à procéder à une analyse de sang pour détecter que la dame Aïda Kane avait usé de la drogue. À partir de ce moment, il n'y a pas de preuve. En tout cas, même s'il y a une preuve des éléments matériels qui ont été brandis par la police, il n'en demeure pas moins que ces éléments matériels, ces preuves n'ont aucun rapport avec la culpabilité, avec l'éventuelle culpabilité de la dame Aïda Kane. En garde à vue depuis jeudi pour détention et usage de drogue, Aïda Patra a tout de même nié certaines déclarations qu'on lui a attribuées dans le procès verbal de la police. Vous avez vu à la barre du tribunal aujourd'hui, ce qui a le plus été décisif, c'est le fait qu'à la barre du tribunal, la dame Aïda Kane, avec sa co-prévenue, ont nié les faits pour lesquels elles sont poursuivies. En quelque sorte, elles ont réitéré les mêmes dénégations qu'elles avaient faites à la police. À la police, elles ont nié parce que la police semble dire que le seul fait qu'elles se retrouvent dans un lieu interlope peut faire d'elles des coupables. On a retrouvé sur les lieux, et non pas par devant elles, sur les lieux, je dis bien sur les lieux, un fumoir, mais qui ne l'appartient pas. Mieux, elle s'est déplacée pour présenter une de ses robes à une de ses copines pour que cette dernière fasse une appréciation parce que, dit-elle, devrait-elle se présenter à une émission de la télé. À partir de ce moment, il s'y ajoute le fait que aussi cette maison ne l'appartient pas. Et même si on l'a retrouvée devant un fumoir, cela ne fait pas de lui le propriétaire ou le détenteur du chanvre indien. Suivant les plaidoiries des avocats de la défense, le juge a relaxé les prévenus au bénéfice du doute, une décision de justice qui n'a pas pris en compte le réquisitoire du parquet. Le ministère public avait demandé une peine de 3 mois ferme, plus une confiscation de la drogue saisie sur les prévenus. Je vous le disais en sommaire, l'Agence de régulation des télécommunications et des postes a procédé ce matin au lancement de la 4G. Les 3 opérateurs présents sur le territoire sénégalais ont jusqu'au 18 janvier 2016 pour déposer leur candidature. Les dossiers d'appel sont disponibles à l'ARTP et pour plus de transparence, le processus d'attribution se fera aux enchères. Alassane Ba, Moulou Diop pour plus d'explications.
3 opérateurs sont concernés par l'appel à candidature de la licence 4G. Ils ont 2 mois à partir de ce 16 novembre pour déposer leur dossier. L'attribution se fera aux enchères. Qui est un procédé qui est utilisé dans beaucoup de pays développés et qui a été récemment utilisé par le Maroc dans le cadre de l'attribution des licences 4G. Nous avons décidé de mettre à leur disposition les bandes de fréquence 1800, les bandes de fréquence 700 et les bandes de fréquence 800. Donc ça permettra aux opérateurs de compétir. Nous retiendrons ceux qui vont faire des meilleures offres et il y a 3 licences à attribuer. La transparence sera de mise, assure le directeur général de l'ARTP. Côté avantage, la 4e génération va participer à booster notre économie numérique. C'est quelque chose qui offre un certain confort dans l'utilisation de certaines applications, mais telles que des applications qui sont gourmandes en bande passante. Cette technologie 4G permettra à un Sénégalais qui se trouve dans la région de Matam d'être diagnostiqué par un médecin qui se trouve à l'hôpital Dantec, Aristide Le Dantec. Ça permettra également à un étudiant sénégalais de pouvoir accéder à des enseignements dans les universités partout dans le monde. Le processus fait suite à une période de test sur l'année 2014. Des objectifs sont fixés aux opérateurs, couvrir 65% de la population et toutes les capitales régionales sur 5 ans et 85% de la population et la totalité des 9 principaux axes routiers sur 10 ans. Un mot de santé à présent, la pneumonie, une maladie infectieuse qui tue 10 enfants par jour au Sénégal selon une étude réalisée en 2014, des chiffres en baisse par rapport à un passé récent. Eh bien, le ministère de la Santé ne veut pas baisser les bras et exhorte les acteurs à en faire de même. Le Sénégal célèbre donc la journée mondiale de lutte contre la maladie. Là-dessus, je propose d'écouter de suivre cet élément signé Modou Diop et Mambiram Diouf. Les chiffres donnés par l'UNICEF et l'OMS à travers le partenariat mondial pour la santé de la mère, de l'adolescent, du nouveau-né et de l'enfant en 2014 sont alarmants, inacceptables. Il y a eu 27 000 décès d'enfants de moins de 5 ans au Sénégal. Et la part de la pneumonie tourne autour de 3500 décès pour l'année 2014, soit donc quasiment une moyenne quotidienne de 10 décès d'enfants par jour de pneumonie. Ainsi, la sensibilisation sur les comportements à adopter, la vaccination et les traitements précoces peuvent aider à sauver des vies. Qu'il s'agisse de promotion de la santé à travers le lavage des mains, à travers la lutte contre la pollution atmosphérique. Et à ce niveau, relativement à la pollution atmosphérique, il y a toute la problématique des moyens utilisés pour faire la cuisine, notamment la fumée du charbon, la fumée du bois. Il y a également le problème de l'encens. Mais 90% de couverture, ça veut dire qu'il y a 10% d'enfants qui ne viennent pas encore. L'objectif est d'avoir peut-être 100%. Mais vous voyez donc 90% de couverture dans la tranche d'âge, ceux qui devaient prendre le vaccin contre le pneumocoque, si vous venez les chiffres, le PEV, vous voyez que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut renforcer la lutte pour des résultats plus probants malgré les efforts consentis. On est actuellement à 27 000 décès d'enfants par an. Il fut un temps, il y a moins de 25 ans, où on était à plus de 100 000 décès d'enfants par an. Le gouvernement du Sénégal a fait un très gros effort avec la gratuité des soins chez les enfants de 0,5 ans. Et cette gratuité a pu permettre de faire face davantage à une prise en charge correcte de tous les enfants et donc de gagner l'équité en matière de soins chez les enfants. Des millions d'enfants qui meurent chaque année dans le monde de pneumonie. Face à ce fléau, une meilleure prévention et un traitement adéquat sont indispensables. Et donc, tous les jours,
Exclusion de Modou Diagne Fada du Parti démocratique sénégalais, les libéraux de Louga approuvent et réaffirment leur engagement derrière Maître Abdoulaye Wade en Assemblée générale pour statuer sur la situation nationale de la Fédération urbaine de Louga. La Fédération urbaine de Louga donc a pris la décision de se conformer à toutes les mesures prises par le bureau politique. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications de Thioro Ndiaye. Elle est interrogée par Thierno Fall. L'idée générale qui s'est dégagée, c'est que pratiquement tous les camarades de parti qui se sont prononcés sont derrière la décision du secrétaire général Maître Abdoulaye Wade. Nous soutenons la décision. Nous sommes de tout cœur avec la décision du secrétaire général Maître Abdoulaye Wade. Nous soutenons également la décision du bureau politique national. Nous sommes derrière les décisions qui sont prises au sein de cette instance. Nous sommes derrière la fédération nationale. Nous soutenons pratiquement toutes les actions qui se décident au sein du secrétariat général. Fin de la tournée de l'ambassadeur de la France au Sénégal. Dans le nord du pays, Jean-Félix Paganon était parti visiter les infrastructures réalisées grâce au partenariat entre les émigrés du Fouta en France et le programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement, une coopération qui fête ses 10 ans. Ali Bandelian. 10 ans d'activité dans les régions au nord du pays, les émigrés de France ont bien profité des fruits de la coopération française. À travers le PAISD, des ressortissants de Podor, de Matam et de Bakel ont réalisé de nombreuses infrastructures scolaires et sanitaires. Autant de réalisations que l'ambassadeur de France est venu lui-même visiter. Il va sans dire que 10 ans après, nous avons également des objectifs beaucoup plus ambitieux, c'est-à-dire de sortir de la logique enfin du village pour aller dans la logique de la région, dans la logique du développement du territoire. C'est pourquoi il me plaît d'annoncer qu'en relation avec la Fédération des associations des ressortissants de Matam en France, nous sommes sur le chantier de prendre en charge la rénovation et la réfection de l'hôpital de Ourossogui. Nous sommes également dans la réflexion de soutenir l'enseignement supérieur dans la région de Matam pour être en cohérence, parce que dans cette région, quand nous venions de nous investir, il n'y avait qu'un seul lycée. Aujourd'hui, le PSD a financé au moins 8 lycées et celui dont on vient de faire poser la première pierre en constituera le 9e. Il s'agira de faire en sorte que ce capital humain qui va émerger de ces localités-là ne puisse pas être perdu par la région. Au lieu qu'ils puissent aller à Saint-Louis ou à Dakar dans les universités, nous pensons qu'il est temps de pouvoir réfléchir à un dispositif qui puisse les maintenir ici. Comme à Canel et à Ngano, l'ambassadeur de France à Dakar a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre du futur lycée de Sinthiou Bamambé. Après notre case des tout-petits de Sinthiou Bamambé, après celle qui démarre à Banadi, après ces 4 écoles élémentaires, et aussi ce collège qui fait office de lycée, nous avons complété la carte de la formation et de l'éducation en implantant ce lycée dans 8 mois qui fait la fierté de Sinthiou Bamambé. Toute la région, donc c'est un lycée qui appartient à toute la jeunesse. Pour la 11e année marquant le début de la 2e décennie, le PAISD s'oriente vers le secteur de la formation professionnelle. De bonnes perspectives en vue pour contribuer sensiblement à l'amélioration des conditions de vie des parents des émigrés au Bercail. Et puis à Linger, les éleveurs veulent la criminalisation du vol de bétail. Ils l'ont fait savoir lors de l'atelier national sur le secteur de l'élevage. Explication Modoubaï. L'entente des groupements associés pour le développement à la base, EGAP, a organisé un atelier national d'échange et de propositions d'actions prioritaires en élevage. L'objectif de cette rencontre est l'émergence des filières animales et l'amélioration des conditions de vie des éleveurs. On sent que vraiment le pastoralisme est toujours les parents pauvres. Pour ce régime-là, ils ont mis un programme de Sénégal émergent. On a dit que comme ils ont initié le Sénégal émergent, nous, organisation d'éleveurs, nous aussi on veut un élevage émergent. Venu représenter le ministre Aminata Mbengue Ndiaye, le directeur de l'élevage, félicite les organisateurs de l'atelier
Et il ajoute que son ministère est prêt à accompagner toutes les organisations d'éleveurs. Au nom de Mme Nicolas, nous les félicitons pour cette initiative et demandons aux autres, véritablement, au-delà des rencontres qu'organise le ministère, que toutes les organisations qui peuvent déclencher donc une réflexion, nous sommes prêts à les accompagner. Le député Alioune Sow a saisi l'occasion pour demander au chef de l'État Macky Sall d'appliquer la loi de la criminalisation du vol de bétail. Il y a des zones, les voleurs, ils ont vraiment des armes et ils ont bien organisé même que les éleveurs. Donc ça, on appelle au président de la République pour qu'on puisse vraiment appuyer les éleveurs sur ce domaine-là. 3 panels étaient au menu de cet atelier. L'état des lieux du sous-secteur de l'élevage, les effets des mauvaises campagnes hivernales et la valorisation des politiques publiques et leurs instruments à mettre pour la modernisation du secteur de l'élevage. Et puis Sédhiou amorcer le développement maintenant et l'étaler sur les 10 prochaines années. C'est la décision prise par le conseil départemental de la localité et qui pour ce faire a procédé au lancement de son plan de développement durable. C'était en présence du préfet de la localité Boubacar Diassi. Le département de Bignona, le plus grand de la région de Ziguinchor, se met sur les rampes de l'émergence. Le conseil départemental a en effet procédé au lancement de son plan décennal de développement durable. Nous avons lancé effectivement ce diagnostic, ce plan départemental de développement durable du département de Bignona. Parce qu'après l'installation du conseil départemental de Bignona, il fallait comprendre l'état des lieux, faire un diagnostic clair pour savoir où poser les pieds, pour orienter les investissements, pour que Bignona soit le premier département à présenter un plan de développement durable. Et c'est l'objet de la restitution devant les maires, devant les populations, devant le préfet. Ce plan qui a été préparé pendant plusieurs mois avec l'aide de la coopération française, notamment du département de la Savoie, est apprécié à sa juste valeur par le représentant de l'État, à savoir le préfet de Bignona. C'est tout à fait naturel que nous accompagnons la collectivité locale, en l'occurrence le département, et nous l'accompagnons aussi dans la mise en œuvre de ce plan qui, ma foi, véritablement intègre toutes les préoccupations des populations. C'est un plan très ambitieux, le président l'a rappelé, c'est un plan qui a été bien fourni, qui a été véritablement bien réfléchi. C'est un plan qu'ils ont eu à mettre en place avec l'apport et le soutien d'un partenaire extrêmement important. Le conseil départemental de Bignona a saisi l'occasion offerte par le lancement de ce plan pour mettre ses bancs publics à la disposition des retraités du département, mais aussi des personnes à mobilité réduite. L'actualité internationale à présent marquée par les affrontements entre forces de l'ordre et insurgés au Burundi, l'arrestation de la figure de proue du djihadisme au Mali, mais d'abord les dernières frappes des forces françaises contre Daesh. C'est avec Daniel Diouf. 48 heures après les attentats qui ont frappé Paris, revendiqués par l'État islamique, le ministère de la Défense a annoncé que la France avait bombardé et détruit des cibles de l'organisation djihadiste à Raqqa, en Syrie. Les chasseurs bombardiers français ont largué 20 bombes sur le fief de l'organisation de l'État islamique dans l'est de la Syrie. Le premier objectif détruit était utilisé par Daesh comme poste de commandement, centre de recrutement djihadiste et dépôt d'armes et de munitions. Le deuxième objectif abritait un camp d'entraînement terroriste, a précisé le ministère de la Défense dans un communiqué. Alaï Bokari Dia est tombé. Depuis samedi, il est entre les mains des forces de défense et de sécurité du Mali. Capturé à Mopti, l'homme est considéré comme l'une des figures de proue de l'idéologie djihadiste au Mali. Il appelle notamment à combattre la France. Avec son mentor Amadou Koufa, il nourrirait l'idée de créer un État islamique au centre du Mali. Il serait aussi le financier du Front de libération du Massina. Enfin, au moins 6 personnes tuées et plusieurs autres blessées dans la nuit de dimanche à lundi à Bujumbura, au cours d'affrontements distincts entre insurgés et policiers. C'est ce qu'ont indiqué à l'AFP une source policière et des témoins. Ces affrontements sont les premiers de grande ampleur depuis une opération de désarmement lancée début novembre par la police dans les quartiers contestataires de Bujumbura. Pour rappel, le Burundi est plongé depuis fin avril dans une crise politique déclenchée par la volonté du président Pierre Nkurunziza de conquérir un troisième mandat controversé.
Sénégal-Madagascar, c'est demain au stade Léopold Sédar Senghor. Les Lions ont effectué cet après-midi leur dernier galop d'entraînement avec en invité de marque, n'est-ce pas Pape Faraning? Oui, effectivement, Tidiane Diao est là, Ousseynou Diouf, double ballon d'or africain était là, devant les joueurs qui jonglaient, qui avaient même ravi la vedette à Sadio Mané et là, Ousseynou Diouf devant le public qui était au stade Léopold Sédar Senghor. Il a délivré un message pour ses joueurs, donc il a dit que les joueurs peuvent faire mieux que les joueurs de 2002, c'est-à-dire car l'équipe donc a des joueurs de qualité comme Sadio Mané, entre autres, de même que Cheikh Kouyaté a rebondi sur ça pour dire que c'est une motivation de voir des gens de El Hadji qui viennent dans l'équipe pour aller citer. C'était normal après Kalilou Fadiga, Henri Camara, Omar Daf, c'était le tour de El Hadji de venir booster un peu les Lions pour aller citer la qualification mondiale aussi. Un de ses objectifs du moins concernant donc son cahier de charge pour aller citer aussi. Donc actuellement, il a une ossature de joueurs. À chaque fois, les 15 joueurs reviennent dans son équipe, mais aussi il n'a pas aussi de panique par rapport à cette rencontre malgré encaisser 2 buts. Cette fois-ci, ils vont jouer à fond, rectifier et montrer devant leur public Ali Cissé, donc qui a beaucoup changé, qui a laissé ses joueurs avec les journalistes et tout ça est très relax. Actuellement, ce sont les Malgaches qui s'entraînent à l'heure du match pour peaufiner aussi leur stratégie pour demain, mais à huis clos. Merci Pape Faraning. Nous restons avec vous. Vous avez suivi la séance d'entraînement hier et vous avez vu des Lions déterminés à plier très tôt le match. La séance a duré 1 heure de temps après un footing de quelques minutes. L'équipe a été scindée en deux. Une opposition rude entre les deux groupes avec beaucoup de buts. La détermination était visible chez les joueurs pour obtenir la qualification. C'est un match qu'on doit gagner et l'équipe nationale va se qualifier. Nous, on veut aller à la Coupe du Monde et pour aller là-bas, on doit gagner demain, après-demain impérativement. Aujourd'hui, on est chez nous et avec la pression du public et avec les jeux qu'on produit depuis un certain temps, avec la confiance qui commence à nous animer petit à petit. On espère gagner ce match comme il faut avec la manière et faire plaisir au public et surtout nous faire plaisir. Pour gagner ce match, il va falloir revoir la défense et marquer tôt un but pour libérer le peuple. Pour marquer le plus tôt possible ces buts, pour pouvoir être en calme, pour pouvoir continuer ce match en calme, je veux le dire. Nous, on viendra avec nos qualités de jeu. On viendra avec l'objectif de gagner ce match. Et Inch'Allah, on va se battre du début à la fin. L'équipe a affiché complet. Karambouj, annoncé blessé, était dans le groupe des Lions. Très confiant pour ce match du mardi contre Madagascar, comptant pour les éliminatoires du Mondial Russie 2018. Nous parlons de la deuxième journée de la Ligue 11 sénégalaise avec ce match Uzo Diaraf qui s'est soldé par un match nul. Un but partout pour Alassane Dia, le coach des Verts et Blancs. Il reste beaucoup de choses à gérer pour son équipe qui a du mal à garder son avance dans les matchs. Son homologue de l'Uzo, Malik Daf, soutient que ce point est mérité pour son équipe. Je vous propose de suivre les deux entraîneurs interrogés par Pape Faraning. Et à gérer des situations comme celle-ci, où peut-être le match était très serré, on réussit à mener, il n'y avait pas tellement de danger. Bon, on laissait venir l'adversaire et on sortait facilement. Donc c'est ça qui a manqué, c'est-à-dire cette capacité à gérer. Je pense que sur ce but-là, on aurait pu faire peut-être mieux que de balancer le ballon comme ça dans la surface de réparation. Et pourtant nous avons insisté pour qu'on le joue dans les pieds. Ça m'a un peu rappelé, comment on appelle ça, une certaine situation de France-Bulgarie il y a quelques années de cela. Certainement. Donc des fois, il faut que les joueurs sachent un peu gérer des situations comme ça. Mais bon, cela veut dire encore une fois que tout n'est pas encore net. Beaucoup d'impact physique, beaucoup d'agressivité, un peu la domination côté Diaraf, mais la seule véritable occasion ou bien la seule incursion de Diaraf, c'est le but qu'ils ont marqué presque à la 45e minute. La deuxième mi-temps, après les correctifs qui ont été opérés, nous avons fait des changements, c'est logiquement dans le contenu du jeu que nous avons égalisé. Peut-être il y a eu d'autres occasions, mais on ne l'a pas, mais c'est bien dans l'ensemble. On est en train de faire un nouveau travail avec une nouvelle équipe, avec des nouveaux joueurs aussi. Le chemin est encore long, mais il faut
faut être content de ce point que nous avons pris parce qu'en face, quand même, il y avait une équipe qui avait une réplique et qui avait besoin. Et puis nous reviendrons sur tous les résultats dans le magazine sportif du lundi sport à la une. Ce sera à tout à l'heure. Dans une interview accordée à ITélé, les chefs de l'État pensent que le secteur informel devrait être restructuré. Une idée qui peut être concrétisée, mais sous certaines conditions. Pour les marchands ambulants, l'État devrait procéder à une concertation avec tous les acteurs. Les maires tentent de trouver un consensus avec les marchands ambulants pour des solutions alternatives. C'est l'objet donc de notre dossier du jour, signé Aminata Mbaresso et Diafaraba. Site de recasement des marchands tabliers sur l'avenue Ponty. Sur ce lieu, plus de 480 personnes s'activent, tous des vendeurs qui tentent si bien que mal de participer à l'économie sénégalaise. Regardez l'exemple de Touba Sandaga. On nous disait que c'est informel. Quand l'ancien chef de l'État Abdoulaye Wade, quand il est venu inaugurer Touba Sandaga, il a dit c'est sorti dans l'informel, mais ce n'est plus informel, mais c'est plutôt formel. Donc ça, si ça demande des mesures d'accompagnement, on pourra y accéder. Même si ce secteur est aujourd'hui incontournable, les marchands tabliers tardent à s'imposer. Il faut au préalable concerter, discuter avec les marchands ambulants. Mais tu sais, c'est trop facile aussi d'aller dans une télévision ou de rester dans ton bureau climatisé et dire que on va les structurer, on va les structurer. Tu sais, c'est bien beau de parler comme ça, mais il faut concrétiser aussi. Rond-point Liberté 6, site qui a changé de visage. Après plusieurs opérations de déguerpissement, mairie et marchands ont pu trouver un consensus. Nous avions tout le temps des disputes avec la mairie de Grand Yoff. C'est vrai aussi, nos étals occupaient la voie publique. Mais aujourd'hui, après concertation, nous nous sommes entendus sur un partenariat gagnant-gagnant pour un temps donné. Oui, c'est une installation provisoire et ils le savent bien, parce que nous en avons échangé avec eux. Au lieu qu'on les déguerpisse comme ça, tout en laissant l'endroit vide, on a l'habitude de dire que la nature a horreur du vide. Il faut le temps qu'on puisse démarrer cet aménagement, qu'on puisse les implanter, qu'on puisse avoir cette solution et que cette solution provisoire a été acceptée de toutes les parties. Des solutions qui cachent mal les nombreux maux qui assaillent les tabliers. Nous avons une part de responsabilité dans ce manque d'organisation des marchands tabliers. Nous sommes confrontés à un problème de leadership. Il est temps que nous ayons une structure autonome pour porter nos doléances. Là, vous touchez le nœud du problème. On ne sait pas à qui parler, à qui s'adresser. Il y a un groupe qui vient, on vous dit association telle, demain il y a une autre association. Donc il faudrait qu'eux d'abord qu'ils puissent s'organiser pour qu'on puisse avoir des interlocuteurs crédibles. Tant qu'ils sont dans cette désorganisation, il sera très difficile de trouver une solution avec ces marchands ambulants. Une meilleure implication des acteurs, des moyens d'accompagnement, entre autres propositions qui pourraient faire décoller le secteur. Aminata Mbaresso, merci. C'est la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous pour l'information sera 0h avec le tout en images.